Bonjour à tous, essayez de rester encore un petit peu éveillés et disponibles, même si vos estomacs crient famine, pour un sujet capital qu'on a jugé capital au CREF. Donc de la part de Frédéric Misselin, qui est la rédactrice en chef de RFI, qui après avoir vogué en Irak, avoir fait la deuxième intifada, avoir couvert Ebola, se frotte à Belfort. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, c'est gentil de m'avoir invitée. Je pense que vous l'avez constaté, le Covid a été chassé des journaux de 20 heures ces derniers temps pour laisser place à la guerre en Ukraine, pour laisser place à la présidentielle. Et pourtant, cette semaine, Shanghai connaît sa pire flambée de l'épidémie depuis 2 ans. Et donc la mégalopole est confinée, elle fait ses 25 millions d'habitants depuis le début de la semaine. Donc à RFI, Radio France Internationale, eh bien, cette crise sanitaire, on en parle tous les jours et elle nous occupe depuis 2 ans et on n'a pas cessé d'en parler. Dans cette présentation, je vous propose donc de parler de la radio que je connais, de m'intéresser un petit peu aux grandes conclusions et tendances qui ont été les mêmes aussi chez nos confrères. Je vais vous expliquer comment on s'est mis en ordre de marche pour traiter une crise qui nous a touchés aussi en tant qu'entreprise. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a fait que de l'actualité 100% Covid dans tous nos journaux, dans toutes nos émissions pendant plusieurs mois. Et puis comment on est passé ensuite au moment où on en parle moins. Et puis, on discutera à la fin, si vous le voulez bien, du passage de l'intérêt du public pour ce sujet à finalement une forme de défiance. Et ça, c'est arrivé notamment au moment de la vaccination. Alors, je vous fais juste un petit briefing rapide sur l'entreprise. Radio France Internationale, c'est 400 journalistes. On est en banlieue parisienne. On diffuse des informations dans 16 langues, donc pas seulement en français, mais aussi dans les langues africaines, que sont l'Haoussa, le Swahili, le Mandinkan, le Fulfulde. On fait du russe, on fait du brésilien, on fait de l'anglais évidemment, et du chinois. Les auditeurs, c'est 58 millions d'auditeurs hebdomadaires, donc des gens qui, une fois par semaine au minimum, à travers la planète, écoutent notre radio. On a beaucoup de FM, 154 dans 72 pays, donc c'est vraiment une écoute mondiale. Et puis, cette crise Covid, eh ben, ça a été aussi sur les réseaux et sur le web, 10 millions d'internautes sur le site chaque mois. Alors, je pense qu'on peut reprendre peut-être le début du traitement de la crise au tout début, c'est-à-dire pour nous, ça a commencé dès décembre 2018, puisque notre service en langue chinoise, justement, relaie une annonce de la chaîne officielle chinoise CCTV qui annonce qu'il y a des cas de pneumonie inconnus détectés à Wuhan. Donc les experts médicaux sont envoyés sur place, mais aussi nos journalistes. Donc moi, j'envoie Stéphane Lagarde, qui est notre envoyé spécial permanent en Chine, à Pékin. Et on ne sait pas encore ce qui attend les gens sur place. Donc, j'ai travaillé pour ça en lien avec quelqu'un qui a été très accompagnant sur tout l'ensemble de la crise, qui est notre médecin du travail. Et avec elle, on a décidé de prendre le risque de l'envoyer là-bas. On ne savait pas ce qu'il attendait. Et il a traité cette crise pour nous. Elle et moi, on a aussi pris la décision le 22 janvier de le faire quitter Wuhan. Ce jour-là, on nous explique qu'il y a des rumeurs qui bruissent que la ville ne va pas tarder à être fermée. Et on se dit, est-ce qu'on laisse notre journaliste à l'intérieur avec une maladie inconnue ou est-ce qu'on le sort? Comment ça se passe? Quelle décision prendre? On le fait sortir. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. France Télévisions, par exemple, vous l'avez sûrement vu sur les plateaux du 20h, a laissé Arnaud Miguet sur place à Wuhan. Il y a passé 77 jours, tout le temps du confinement. Nous, on a décidé de faire rentrer Stéphane Lagarde, qui, de fait, quand il est rentré à Pékin, a été confronté à sa première quarantaine.
Alors tout ça, c'était des mots évidemment qui nous semblaient un peu exotiques et lointains. En France, on n'était pas encore là. Donc ça a été un peu des moments de tension. Stéphane rentre à Pékin, entame sa quarantaine, et puis on entend les expatriés en Chine nous expliquer qu'il faut faire des réserves, des provisions de médicaments, de denrées, qu'il faut acheter des masques. Et ici en France, dans les médias, on n'en est pas encore du tout là. Donc l'idée pour nous, à ce moment-là, c'est d'informer sans paniquer. Sans paniquer à l'extérieur pour nos auditeurs, mais sans paniquer non plus en interne. Pourquoi ? Eh bien parce que RFI connaît son premier cas de Covid dès le 19 février 2019. On a envoyé une reporter couvrir les élections législatives en Iran. Elle rentre et elle a attrapé le Covid là-bas. À l'époque, en France, on n'y est pas encore. Donc, je vous rappelle, le protocole, à l'époque, on a un peu mal à la tête, on tousse, on ne se sent pas bien, on appelle le 15. Et elle a été hospitalisée. C'était l'époque où on hospitalisait systématiquement tous les gens qui étaient à risque ou soupçonnés d'avoir le coronavirus. Alors, cette journaliste s'en est très bien sortie, il n'y a pas eu de problème. Simplement, quand elle rentre d'Iran, elle a envie de raconter un peu tout ce qui s'est passé aux autres membres de la rédaction. Elle organise un dîner, évidemment, pour raconter ses histoires, comment ça s'est passé, le fait d'avoir été obligée de mettre le foulard, etc. Et bien évidemment, elle était contagieuse. Donc, vent de panique, quelques jours plus tard, à la rédaction. Et on a beau avoir des journalistes qui sont aguerris, malgré tout, c'est un virus qui fait peur. Et donc, il a fallu expliquer, là encore, avec l'aide de notre médecin du travail, à quel point il fallait, comment réagir. Les gens étaient paniqués parce qu'il n'y avait pas de gel hydroalcoolique. Donc, la médecin nous expliquait, vous savez, en se lavant les mains avec de l'eau et du savon, c'est tout aussi efficace. Simplement, les équipes n'étaient pas forcément en état de le comprendre, tout ça. Donc, voilà, la règle, c'était la peur. Et je vous ai préparé un petit florilège de tout ça. J'espère que ça marche. RFI. Grand reportage. En France, comme dans de nombreux pays du monde, des applaudissements chaque soir à 20h pour remercier, encourager les personnels soignants en lutte contre le Covid-19, un virus qui, sur la planète, continue de faire des victimes et de semer l'incertitude. On avait peur. Moi, c'est la peur qui m'a marquée. Et aussi de voir la souffrance des patients. Je me rappelle, c'est des images qui vont rester marquées à vie. De voir une personne souffrir comme ça, de mourir étouffée, qui s'agite, qui cherche l'air, et toute seule, sans la famille. On était là, il y a mes collègues, il y en a qui sortaient, il y en a qui craquaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui vomissaient. Moi, personnellement, j'étais pas bien au début, vraiment. J'avais mes collègues avec les masques périmés, avec la mousse là noire, qui rentrait dans leurs yeux, dans la bouche. Elles avaient les yeux tout rouges. On n'avait que ça. On avait que ça, mais on a fait avec. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est bientôt 13h, 20 minutes ensemble pour faire le tour de l'actualité de ce samedi 25 janvier. À la une, faut-il avoir peur du coronavirus en France ? 3 cas identifiés sur le territoire, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. La ministre de la Santé assure que le pays est prêt à faire face. Ce qui compte, c'est de circonscrire l'incendie le plus vite possible. D'où la nécessité de remonter l'histoire du patient, de trouver les personnes avec qui le patient a été en contact. Agnès Buzyn a cependant reconnu qu'il était très compliqué de contrôler les multiples voies pour revenir de Chine et a donc appelé tous les voyageurs de retour de ce pays à surveiller l'apparition de problèmes respiratoires ou de fièvre. Je recommande aux Français de Wuhan de quitter la ville de façon à se mettre dans un milieu protégé en France. Alors on sait que les Français qui seront évacués, et je pense que c'est une cause d'anxiété de la population française, on sait que ces Français évacués de Wuhan seront placés en quarantaine et seront sous surveillance médicale pointue. On ne sait pas. C'est qui est malade, c'est qui a seulement une grippe. On ne sait pas. D'activité, il n'y a rien du tout. Les gens, ils ont peur. Maintenant, s'il y a quelqu'un où moi je monte dans le bus ou dans le train, je tousse,
Les gens, ils me regardent comme ça, ils disent, celui-là, il a un virus. Dans un coin de la brasserie, la télé est allumée, on n'y parle que du coronavirus. Je n'écoute plus, lance le barman, on en fait trop. Il préfère parler d'autre chose avec ses clients. Parler d'autre chose ou continuer à en parler, ça a été un petit peu tous nos questionnements pendant cette crise. Donc vous vous rappelez, en France, le nombre de cas augmente, et puis c'est en Italie, la situation effroyable, les frontières qui se ferment au fur et à mesure. Et donc, le 16 mars, on va apprendre ensuite à être confiné et à voir cette crise qui est mondiale. En fait, RFI traite chaque jour de conflits à l'autre bout du monde. Et là, pour la première fois, on sent qu'il y a quelque chose qu'on partage partout dans la planète. Donc, aux 4 coins du monde, on pressent que chacun va être confronté au problème, de Wuhan à Bergame, à New York, à Paris, à Johannesburg. La question pour nous, c'est comment rendre compte de cette crise majeure partout dans le monde et en même temps, comment en parler sans mettre en danger nos équipes. Et puis, on a l'habitude de faire beaucoup appel aux experts, vous le savez. Alors, sur des sujets qui sont très divers, on a des grandes listes d'experts, celui qui va nous parler de la reproduction des abeilles dans le golfe d'Arcachon, jusqu'aux spécialistes des renseignements en Russie. Et donc, on a une liste avec des gens qui sont tout à fait identifiés. Et là, cette fois, face à cette crise, on est un petit peu démunis, parce que le narratif est tout à fait différent en fonction de la personne à qui vous parlez. Est-ce que c'est un épidémiologiste? Est-ce que c'est un chef de service de réanimation à l'hôpital? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics, les hommes politiques? Donc, il a fallu faire le tri dans tout ça. Le 19 mars, donc, la France est complètement confinée et nous partons tous en télétravail. Nous aussi, les journalistes. Et ça veut dire aussi qu'il a fallu complètement modifier notre grille de programme. Donc, on a une grille, tous les matins, vous entendez le journal des sports, vous entendez un invité culture, vous entendez un invité politique. Et puis là, tout est à la mode Covid. Ça veut dire que nos journalistes sportifs n'ont plus rien à faire, il n'y a plus de commentaires de match à faire. Ça veut dire que nos journalistes culture n'ont plus rien à faire puisqu'il n'y a plus une pièce de théâtre à aller écouter. Donc, ça signifie qu'il va falloir s'adapter et transformer aussi l'organisation de la rédaction. Donc, moi, je dirige une équipe de 140 personnes, et sur ces 140 personnes, on a 5 journalistes qui sont spécialisés sciences. Alors, spécialisés sciences, c'est de la santé, mais ça peut être aussi les étoiles, Thomas Pesquet. En fait, ils ont l'habitude de travailler sur un langage scientifique, d'avoir accès aux publications scientifiques, et on ne peut pas faire tourner toute une crise Covid avec la radio en se basant sur 5 personnes. Donc, eh bien, notre journaliste sportif, notre journaliste culture va mettre la main à la pâte et va lui aussi apprendre au fur et à mesure à travailler sur cette thématique. Petit à petit, tous nos journaux ne sont plus consacrés qu'à cela. Avec aussi des journalistes qui sont fragiles. Notre présentateur vedette de matinale, par exemple, est une personne fragile. Donc, on lui a installé, pendant toute la période du Covid, un studio dans son salon. Et il a présenté la matinale avec ses chaussons pendant des mois, parce qu'il fallait le protéger. Donc, on a aussi repoussé les limites techniques qu'on n'imaginait pas possibles pendant cette période. Et puis, donc, je vous le disais, petit à petit, c'est du 100% Covid. On ne parle plus que de ça. La radio est en télétravail et sur l'adaptation des grilles de programme, nos confrères de Radio-Canada, par exemple, nous expliquaient, parce que les Canadiens, eux, ils ont fait du télétravail 100% de chez 100%. Et donc, ça a complètement modifié les habitudes d'écoute des auditeurs. Donc, la matinale, qui est un moment très fort en radio, en fait, les gens ne l'écoutaient plus entre 7h et 8h au moment où vous êtes dans votre voiture, puisqu'il n'y avait plus de voiture et qu'on ne se déplaçait plus. Et ils l'écoutaient beaucoup plus tard, au moment où ils prenaient le télétravail. Donc, il a fallu aussi adapter nos programmes à ces nouvelles habitudes de vie. Nous avons, en revanche, été assez surpris par les rapports d'audience. C'est-à-dire que pendant cette période de Covid, les publics nous ont suivis sans hésitation. Les audiences étaient quasi soviétiques pour la plupart des médias de services publics et d'information.
Les auditeurs nous avaient un petit peu lâchés au moment de la crise des Gilets jaunes. Il y avait eu une vraie crise de confiance. Et puis là, au moment de la crise Covid, il a fallu expliquer. Les gens avaient besoin d'attention, de précision, d'explication. Et donc, ils se sont réfugiés sur le service public. Ça nous a permis aussi de toucher des publics plus jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui regarde le journal télévisé de 20 heures. Ils n'écoutent pas la radio, ils sont sur les réseaux sociaux. Pendant cette période, on a récupéré de nouveaux auditeurs. Et puis, on s'est aussi beaucoup appuyé sur notre expérience à l'international. Il a fallu expliquer, éclairer, répondre aux questions. En termes de reportage, c'était beaucoup moins évident de travailler, puisque pour aller dans des hôpitaux, pour témoigner, il faut des autorisations. Dans les labos, c'est pareil. Donc, les reporters avaient beaucoup de mal à obtenir ces autorisations, notamment en région parisienne. Donc, on a fait beaucoup de reportages dans la région de Marseille, dans le Grand Est, mais très peu à Paris, où tout était fermé. Il fallait passer par la communication de la PHP, et c'était l'enfer sur Terre, quoi. Donc, ça a été, en termes de reportage, compliqué. On a mis, avec notre médecin du travail, en place tout un protocole de reportage, c'est-à-dire que Ebola, là-dessus, nous avait beaucoup aidé. Quand vous êtes en reportage, vous faites une interview au micro, comme ça. Et nous, on avait donc mis en place des systèmes de perche pour protéger à la fois la personne qu'on interviewait et le journaliste. On a ressorti nos vieux masques FFP2 de la crise H1N1 qu'on avait encore en stock, stratégique. Et donc, on a équipé nos reporters avec ces stocks. Et puis, on a essayé de faire comprendre à nos auditeurs à quel point la crise était mondiale, en allant dans tous les pays du monde pour voir comment elle était gérée. Donc, je pense à Israël, qui avait toujours un petit peu un temps d'avance sur la façon de gérer la crise. L'Asie avait choisi le confinement et la fermeture pure et simple. On s'est intéressé aussi à la Grande-Bretagne. En gros, on savait que quand Boris Johnson prenait une décision, qui était souvent la mauvaise, on y avait droit en France un mois plus tard. Il y avait un mois de décalage. Et puis, la situation en Inde, au Brésil, était vraiment terrifiante pour l'ensemble des auditeurs. Et puis, sur l'Afrique, on a été surpris, parce qu'on nous avait prédit une catastrophe terrible. Et en fait, ça a fait des victimes, mais ça n'a pas été la catastrophe annoncée. Donc voilà, on a fait beaucoup de comparatifs. Je vous propose maintenant de voir un petit peu comment on est passé de l'intérêt et donc de la volonté d'obtenir des informations à la défiance. Et le corollaire, c'est évidemment le développement des fake news. Donc, je vous le disais, les résultats des audiences pendant la période Covid, ça a été pharaonique. Le service public a bien tiré son épingle du jeu. Et puis, l'année dernière, avec l'ensemble de mes confrères et consoeurs du service public, on a commandé un sondage à Via Voice pour les assises du journalisme qui se sont déroulées en février 2021. Et là, on a eu des résultats un peu étonnants. C'est-à-dire que les Français portent un jugement qui est vraiment partagé sur la manière dont la pandémie a été traitée par les journalistes. Vous le voyez, 74% des personnes interrogées pour ce sondage estiment que les médias, en fait, ont alimenté la peur. Et ils vont même plus loin, ils pensent qu'on a utilisé cette peur pour faire de l'audience. Et parallèlement, nos scores d'audience, donc, qui ont été très forts, les auditeurs voulaient en savoir plus sur le traitement, le virus, la contagiosité, et pourtant, ils nous reprochent aujourd'hui à 36% de leur avoir donné une information inutile dans leur quotidien. Donc en fait, ils étaient demandeurs, c'est ce qu'on leur a donné, et ça n'a pas fonctionné à la fin. Le narratif a été réécrit en quelque sorte. Et toujours selon ce même sondage, là, c'est un point extrêmement intéressant, surtout pour vous. 72% des Français estiment qu'en fait, ce sont les experts qui doivent avoir la parole sur ce type de crise. Et les auditeurs sont très demandeurs de savoir qui sont ces experts, comment on les recrute, quel est leur profil, qui finance leurs travaux, quel est leur domaine exact de compétences et leur spécialité. Ne pas considérer que n'importe qui a micro ouvert sur n'importe quelle chaîne de télé ou de radio. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est rassurant et en même temps, ça reste paradoxal parce que c'est pas si rassurant que ça,
puisque dès qu'on a commencé à parler de vaccination, eh bien en fait, là, les choses ont un petit peu vrillé. Et on s'est rendu compte que la méfiance est revenue. Alors, l'usage des réseaux sociaux dans ce cadre-là a été tout à fait néfaste. Il y a une organisation qui s'appelle NewsGuard et qui est américaine et qui a été fondée par d'anciens journalistes qui luttent contre les fake news. Et donc, ils ont fait une petite expérience, ils ont demandé à 9 jeunes, donc de 9 à 17 ans, des francophones, des anglophones, de se créer un nouveau profil sur TikTok et puis de ne suivre aucun autre utilisateur, d'accord, et d'attendre. Et là, sur les 9 participants, 8 ont été exposés à des contenus tels que manger une orange brûlée avec du sucre roux va vous redonner le goût et l'odorat. Une personne a été vaccinée, 3 jours après, elle est morte. Et donc tout ce type de contenu, ils y ont été exposés très très rapidement. Le jeune francophone, par exemple, a reçu une vidéo satirique sur le Covid, il l'a likée, au bout de 17 secondes, et ensuite, 30 minutes plus tard, son fil d'informations était rempli de fausses informations, d'infox, en tout genre. Donc, de Twitter à Facebook en passant par YouTube, toutes les grandes plateformes ont fait face à un déferlement de contenus de ce genre, de contenus trompeurs, à tel point que l'OMS a parlé d'infodémie. Donc, ça a été vraiment... C'est très difficile de lutter contre ces infox, puisque les jeunes qui sont confrontés à ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne sont plus sur nos médias traditionnels. Donc on est complètement pris en étau, et nous, en plus, on est censé relayer les décisions politiques également. En tout cas, d'annoncer les politiques publiques et les décisions qui sont prises. Donc, sur RFI, on diffuse des messages de santé publique, mettez votre masque, tenez-vous à distance les uns des autres, aérez votre pièce, etc. Et en même temps, on traite l'actualité en disant, à certains moments, les centres de vaccination jettent des doses de vaccins. Donc, on est complètement pris en étau entre ces injonctions contradictoires. Voilà. On a donc, pour lutter contre ça, nous, notre choix, ça a été de privilégier l'interactivité. Donc beaucoup d'émissions interactives où en fait c'est l'occasion de faire de la pédagogie. On a une émission d'1 heure chaque jour en quotidienne sur RFI qui s'appelle Priorité Santé et qui est en fait une émission où les auditeurs posent leurs questions et il y a des médecins qui sont invités avec la présentatrice et qui répondent. C'est donc l'occasion de faire de la pédagogie, mais ça ne marche pas toujours. On a beaucoup d'auditeurs en Afrique qui ont par exemple été très choqués de voir qu'on envoyait des doses de vaccins ou des vaccins qu'on ne voulait pas, ou parfois des stocks qui étaient à la limite de la péremption. Et donc ça n'aide pas pour nous et pour lutter contre ces désinformations. Et par ailleurs, les anti-vax, comme on les appelle, sont très virulents à l'encontre des journalistes et sur beaucoup de manifestations, nos reporters se sont fait prendre violemment à partie, voire ont été bousculés, insultés. Enfin, ce sont des événements qu'on ne couvre pas avec le sourire aux lèvres, voilà, parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Alors, c'est difficile donc de lutter contre ces thèses complotistes. Je reviens aux Canadiens, qui sont des gens formidables. Ils osent beaucoup plus de choses que nous, souvent, donc c'est assez intéressant. Alors eux, ils ont fait le choix de leur donner la parole. Parce que ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut donner la parole aux complotistes ou pas ? Les Canadiens, donc de Radio-Canada, les journalistes, se sont immergés avec 5 personnes qui étaient donc anti-vax, complotistes, et ils en ont fait un podcast qui s'appelle Conviction et que je vous invite à aller écouter parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est une plongée dans un monde qu'on ne comprend pas forcément. Et ça permet en tout cas de rattraper ces gens-là et qui ont un système de pensée dans lequel de toute façon tout le monde leur ment. Donc ça tourne en rond et c'est très difficile de casser
la machine. Et le fait de leur donner la parole les bouscule un peu dans leur certitude de tout le monde nous ment, puisqu'on accepte de leur donner la parole sans forcément leur donner la parole et dire derrière ce que vous dites est complètement crétin. C'était ça l'objectif, c'était de leur laisser la parole. Mais c'est aussi dangereux parce que leur laisser la parole jusqu'où ? Alors, YouTube, faut-il censurer ou pas ? YouTube donc a tranché en septembre l'année dernière en disant que tous les anti-vax et les personnes qui véhiculent toutes sortes d'idées fausses sur les vaccins sont hors de ces plateformes et interdits de plateformes. Est-ce que c'est la bonne solution ? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que nous, en tant que journalistes, on nous demande d'être à tout le moins objectifs. Okay ? Et en fait, les spécialistes des questions liées aux médias nous expliquent qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, l'information en fait génère davantage d'insatisfaction quand elle est neutre. Donc, est-ce à dire qu'il faut qu'on s'engage ? Mais si on s'engage, on n'est plus vraiment journaliste. Et quand on est dans le service public, on ne peut pas être un journal d'opinion. Donc en fait, on est complètement pris au milieu de toutes ces choses très, très différentes. Et ce n'est pas évident d'arriver à en tirer un fil conducteur et une ligne dans le traitement d'informations. Donc 2 ans après le début de cette crise, Amnesty International a présenté là, cette semaine un rapport à Johannesburg sur l'accent a été mis sur le bilan pour le continent africain, taux de vaccination le plus faible au monde, 8% de la population seulement entièrement vaccinée, avec des préoccupations qui sont davantage le paludisme, le sida et la tuberculose que le Covid. Et en fait, l'ONG a surtout établi que les États riches ont collaboré avec les géants du secteur privé pour en fait ne pas donner de chance et ne pas faire de vraies promesses équitables pour tous les gens qui n'avaient pas accès au système de soins. Une distribution inégale des vaccins. La crise a aussi engendré une augmentation de la pauvreté, des inégalités, de l'insécurité. Et elle a mis en évidence, évidemment, vous le savez, le manque chronique d'investissement dans les secteurs de santé depuis de nombreuses années, ce n'est pas nouveau. Et puis Amnesty a aussi mis en lumière que certains gouvernements en fait, se sont servis de toutes ces mesures anti-Covid pour étouffer les dissidences et museler l'ensemble des voix critiques. Donc la conclusion, c'est que cette crise du Covid, pour nous, en termes de traitement médiatique, elle a été un accélérateur de tendances préexistantes sur la perte de confiance dans les médias, dans les institutions, le repli sur le local. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas, c'est un petit peu aussi à vous de me dire, est-ce que cette crise, elle est vraiment finie ? Est-ce que, en tout cas, en Chine, ça continue, à Hong Kong, ça continue. Nous, on a un vaccin, beaucoup de pays n'en ont pas. Donc, de notre point de vue, pour Radio France Internationale, la crise n'est pas terminée. Et c'est vrai que la place accordée à la maladie est moins importante sur nos antennes. On est passé à des journaux presque 100% Ukraine, vous l'aurez entendu. Donc, ça n'arrange pas les choses non plus, parce que l'auditeur dubitatif se dit et s'interroge à juste titre. On nous en a fait tout un plat pendant 2 ans, et là, ça disparaît du jour au lendemain avec une baguette magique. Donc, ça n'aide pas à notre crédibilité, à nous, évidemment. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait la même, puisque les journalistes qu'on a envoyés pour RFI en Ukraine sont tous revenus avec le Covid. Okay. Les médias ont beaucoup glosé au début de la crise sur le monde d'après. Et je crois que pour l'instant, il ressemble furieusement au monde d'avant. Voilà. Merci. Et si vous avez des questions... Non, c'est très bien. Alors, en général, ce sont les journalistes qui posent les questions. Profitez-en. Moi, j'en aurai une centaine à poser après cet exposé. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question par rapport à vos valeurs d'objectivité, de neutralité. Est-ce que vous ne pensez pas que la place des débats d'opinion actuellement, sur les chaînes d'information entre autres,
va à l'encontre de cet objectif de neutralité et d'objectivité? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même important d'entendre, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, nous, on se doit d'être objectifs dans notre traitement. Mais il faut aussi entendre les positionnements des uns et des autres. Sans quoi, et parfois ces positionnements sont vraiment à l'opposé. Enfin, je ne vous refais pas l'histoire du professeur Raoult. Hein. Quand on est journaliste, qu'on ne comprend rien, qu'on comprend comme n'importe qui ce qui se passe, comment savoir qui a tort, qui a raison, quelle est la bonne personne, laquelle est fiable, laquelle est crédible? C'est ça le vrai sujet. Après, les mettre autour de la table, je pense que c'est absolument nécessaire pour que justement l'auditeur se fasse sa propre opinion. Il ne s'agit pas de donner aux personnes qui nous écoutent une solution toute prémâchée. Parce que ça passe plus aujourd'hui. Oui ? Je voulais savoir par rapport aux informations qu'on vous donne, que vous devez diffuser, est-ce que vous avez la recommandation de peut-être occulter certaines informations qui pourraient être mal interprétées? Alors, honnêtement, en toute sincérité, non. Il y a pas de... Je n'ai jamais eu d'un ministère de tutelle quelconque un coup de téléphone pour dire vous devez dire ça plutôt que ça. Et ça, je pense qu'aujourd'hui en France, ce ne serait pas acceptable. En revanche, la question, elle est plus de notre responsabilité. C'est-à-dire que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. On passe des spots pour dire « allez vous faire vacciner ». Mais dans un premier temps, soyez extrêmement citoyens. Ce sont les personnes âgées de plus de 70 ans et avec telle et telle pathologie qui sont prioritaires. Okay ? Ça, c'est ce qu'on passe comme message à la radio, des messages de santé publique. Parallèlement à ça, au même moment, on a des médecins qui viennent nous expliquer que les doses de vaccins sont jetées. Est-ce qu'on doit dire à l'auditeur précipite-toi pour aller te faire vacciner et ne sois pas citoyen en respectant l'ordre qui a été imposé par les pouvoirs publics? Ou est-ce qu'on te dit la vérité pour que tu te précipites? Et est-ce que ça ne va pas créer un effet inverse? Enfin voilà. En fait, c'est des questions de cet ordre-là qu'on se pose. Mais il n'y a pas de directive. Merci pour votre présentation. Bon, on a fait beaucoup de choses pendant cette crise, des choses bien, des choses pas bien aussi. Rétrospectivement, là, est-ce que vous auriez, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu faire différemment de votre point de vue de journaliste? Dans le traitement, vous voulez dire? Dans le traitement de l'information, oui. Je pense que nous, on a eu une réaction, ce que j'ai un peu essayé d'expliquer, qui a été très, au départ, prudente sur le risque qu'on faisait courir à nos journalistes. Donc, dans un premier temps, on a eu très peu de reportages de terrain. Je n'avais personne pour aller témoigner de ce qui se passait à Bergame, parce que j'avais pas de reporter qui avait envie d'aller traverser les Alpes et se retrouver dans une ville où il n'y a pas d'hôtel, rien pour manger, tout était fermé, et avec le risque de tomber malade. Donc, rétrospectivement, peut-être qu'on aurait dû être moins prudent, peut-être. Mais en même temps, c'était un risque. Voilà. Je pense que c'est ça que je ferais différemment. Point de vue vocabulaire, comment vous êtes approprié tous les termes médicaux qui ont circulé avec plus ou moins de bon escient lors de cette crise, alors que, comme vous avez dit, vous n'aviez que très peu de journalistes scientifiques? Alors, la consigne était de faire valider systématiquement par justement cette équipe de 5 le vocabulaire et les choses qu'on pouvait avoir. On a aussi beaucoup coopéré dans tout l'audiovisuel public européen. C'est-à-dire qu'il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé avec toutes les chaînes publiques françaises, mais aussi européennes. Et sur ce groupe WhatsApp, on échangeait des informations. On vérifiait.
On disait, tiens, j'ai vu ça, est-ce que vous pensez que... Et le type qui était aux Pays-Bas vérifiait de son côté, aux Pays-Bas, comment ça se passait. Et on avait vraiment un lien qui a circulé, qui était très efficace. Et puis après, des consignes extrêmement claires aux présentateurs, parce que c'est pas... On a des présentateurs qui, en permanence, donc, présentent les journaux. Donc c'est à eux en particulier qu'on faisait passer les consignes. Attention, ça, il ne faut pas l'utiliser dans cette... voilà. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les experts dans ces cas-là. Vous êtes affamé et vous avez raison. Merci pour votre exposé très clair et puis qui montre à quel point la loyauté est importante dans le journalisme. Un certain nombre de points, en particulier la polémique sur les masques, a dû être très gênante à traiter, parce qu'on a bien vu qu'en fait, et ça c'est très difficile de s'en affranchir, le politique intervient forcément, et là il est intervenu de façon massive, très perturbante à mon sens. Moi je ne sais pas très bien ce que, dans une situation loyale, comment on peut informer les personnes. Et je ne sais pas comment vous avez, parce que j'ai pas regardé, je suis plus lecteur plutôt de journaux. J'ai pas regardé comment ça avait été traité. Je sais pas comment vous avez pu faire pour ça. La polémique sur les masques, vous avez raison, a été un moment très compliqué. De même que, rappelez-vous, les élections municipales. Pour nous, ça a été un déchirement, c'est-à-dire que le politique maintenait ce rendez-vous électoral, on était obligé de le traiter parce que c'était la réalité de ce qui se passait. Et en même temps, on savait pertinemment que c'était le truc le plus crétin à organiser. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Donc, évidemment, c'est très compliqué dans ces cas-là, parce qu'on est dans des conflits de loyauté, des injonctions contradictoires et la nécessité d'informer malgré tout sur les deux plans. C'est-à-dire de dire aux gens, oui, il y a des élections qui sont organisées, si vous préférez aller à la pêche avec votre masque, c'est mieux. Enfin, vous voyez, il y avait un peu de ça. Je suis un peu cash dans ce que je dis, mais c'est un peu ça quand même. Puis, moi, je trouve aussi que la perte de confiance, je ne sais pas si elle est liée uniquement au Covid, peut-être que ça a été un accélérateur, mais j'ai l'impression que c'est quand même, malgré tout, on a bien vu avec quand même Trump, bien sûr. Le Capitole. Enfin bon, moi, je trouve que il y a quand même une enfin, c'est pas un discrédit. Si, vous pouvez le dire, je pense. C'est très inquiétant, enfin, moi, je trouve, puisque les gens se réfèrent plus à des réseaux sociaux, dont on sait quand même les manipulations. Enfin, on le voit avec la guerre en Ukraine, avec l'invraisemblable modification sur lesquelles les images peuvent être modifiées, etc., et dire que c'est une agression des Ukrainiens, alors qu'à l'évidence, ils n'avaient aucun intérêt à le faire. C'est vrai que ça fait aux gens, les gens n'ont plus de repères. Ça rejoint un peu la question sur le débat de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, sur une radio généraliste d'information publique, on donne la parole à tout le monde. Quand vous êtes sur Facebook, vous ne recevez que les informations qui vous concernent et qui vous intéressent et qui vous confortent dans vos idées. Vous n'avez pas accès à l'opinion de l'autre. Et en fait, c'est les gens, aujourd'hui, je ne sais pas si... Je pense que les gens qui sont dans les thèses complotistes n'ont pas envie d'entendre les opinions de l'autre. Et c'est un peu ça qui fait qu'on est moins aimé et qu'ils se détournent de nous. Avec l'accusation d'être trop proche du pouvoir politique, finalement, qui, lui, est complètement discrédité. Malgré l'heure déjeunatoire qui se profile, encore une question ou deux?
Donc on va remercier Frédéric. Merci. Beaucoup. Merci surtout à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de séminaire.